Bienvenue, Ludovine de la Rochère. Bonjour, merci d'être avec nous. La bataille de la PMA est décidément engagée et d'ores et déjà, votre manif pour tous y est hostile, elle n'en veut pas. Alors depuis 2012, nous ne cessons de répéter que l'enfant a droit à un père et une mère. En tout cas, on ne peut pas le priver volontairement d'un père et d'une mère. Donc la PMA sans père, ça n'est pas possible pour l'enfant. C'est-à-dire que ça ne passera pas pour vous? Ça ne passera pas pour nous, absolument. Irez-vous? Et quand, éventuellement, si Macron devait renoncer à son engagement qui était d'attendre un large consensus, au pire du pire, il y aurait mobilisation dans la rue pour l'enfant, pour les droits de l'enfant, tout simplement. C'est-à-dire que si ça avance, il y a un débat au Parlement pour la loi de bioéthique, si ça avance et que c'est décidé, vous allez sur toutes les formes de blocage, vous dites que vous utilisez tous les moyens. Alors, c'est-à-dire que depuis, j'allais dire, des années, il y a un débat, il a été très important ce débat dans le cadre des États généraux de la bioéthique, un débat public, et on sait que l'opinion publique française, les États généraux de la bioéthique l'ont largement montré. L'opinion publique française est très largement opposée. Donc si Emmanuel Macron, qui avait dit « je n'irai que s'il y a consensus », s'il annonce qu'il y va, qu'il veut y aller malgré tout vers cette PMA sans père, alors d'emblée, les gens descendront dans la rue. J'allais dire, c'est même pas moi qui les appellerai. Le sujet, le fait qu'on atteigne aux droits de l'enfant, aux besoins de l'enfant, mettra les gens dans la rue. Vous ne les décourageriez pas de descendre dans la rue? Non, j'irai même avec eux et je les y appellerai. Mais je veux dire, c'est le sujet lui-même. Mais c'est un chantage à la mobilisation? C'est pas un chantage à la mobilisation parce que nous avons participé au débat très normalement, nous avons publié, réfléchi, etc. Et toutes les institutions d'ailleurs nous rejoignent, comme le Conseil d'État typiquement, sur les conséquences et les implications de la PMA sans père. Et donc Emmanuel Macron, c'est lui qui s'est engagé à n'avancer que s'il y a consensus. Donc la balle est dans son camp. S'il y va, c'est la guerre qui est presque déclarée. Mais en fait, vous voudriez qu'il renonce ou qu'il reporte? Quoi qu'il arrive, la PMA, en l'absence de pathologie de la fertilité, en fait, ouvre des conséquences très très larges qui nous concernent absolument tous. Et donc, il faut à tout le moins prendre davantage de temps de réflexion. C'est-à-dire, comme vous l'avez fait les pour le quinquennat dans les autres pays. François Hollande, qu'il renonce, et puis que ça disparaisse. C'est-à-dire que vous n'en voulez pas pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. En tout cas, il doit absolument reporter ce débat. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Mais s'il reporte, est-ce que vous changez? Alors, je ne pense pas que je changerai parce que, de manière universelle, et donc si on c'est sort, l'État et l'exécutif si on sort un peu de nos conditionnements contemporains, si on revient à quelque chose de tout simple, l'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Alors, les aléas de la vie l'en privent parfois, mais de là à le priver volontairement, sciemment, d'un papa, ce serait une injustice terrible. Et donc, effectivement, je ne lâcherai rien sur ce sujet-là. Demain, le comité d'éthique, on l'a dit tout à l'heure, donnera un avis qui est consultatif sur l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples homosexuels. Vous pensez qu'il dira oui? Et la rumeur, c'est qu'il pourrait dire oui. S'il dit oui, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, cet avis, il est à la fois important et en même temps secondaire. D'abord parce que le CCNE a déjà dit oui à la PMA sans père en juin 2017, donc ça n'aurait rien de nouveau. Mais surtout, c'était un avis qui était très divisé. Le CCNE est très divisé sur cette question-là. Alors, à une voix près, c'était passé en juin 2017, ce ne serait pas nouveau. Et surtout, comme vous le disiez, le comité consultatif d'éthique n'est que consultatif. Ce n'est pas eux qui décident. Et comment vous répondez à ce qui est une demande de certaines femmes seules qui souffrent ou de couples homosexuels qui ont un désir d'enfant? Mais le désir d'enfant... Vous leur dites quoi? Vous leur dites, vous les balayez? Absolument pas. Il est infiniment légitime et compréhensible. Cela étant dit, il faut se tourner, avoir à l'esprit les besoins du plus faible, du plus vulnérable, qui sont l'enfant. L'enfant a besoin d'un papa. C'est-à-dire? Et donc l'absence de père volontairement mise en place n'est pas acceptable pour le plus vulnérable. C'est pour vous, le droit de l'enfant existe, mais le droit à l'enfant, non? Absolument, absolument. Il faut véritablement penser à cela, l'avoir bien à l'esprit, et je crois que c'est tout à l'honneur de la République française de s'intéresser aux plus faibles, aux plus pauvres, etc. Et l'enfant en fait partie. Mais j'ajoute qu'il y a beaucoup d'autres conséquences. La PMA sans père, elle fait sortir la médecine de sa finalité, qui est de soigner, de réparer quand il y a, en l'occurrence, une pathologie de la fertilité. De répondre à des souffrances. La médecine n'est pas une prestation de service. Si vous aviez un couple d'homosexuels en face, qu'est-ce que vous lui diriez?
mais je lui dirais que le fait est que la condition humaine veut qu'on ne peut pas, quand on est deux femmes ou une femme seule, on ne peut pas avoir d'enfants et qu'on peut réussir sa vie sans enfants. Et par conséquent, on ne peut pas se permettre, la société ne peut pas mettre en place un système qui ferait des orphelins de père. Mais vous reconnaissez aussi que les mœurs évoluent, qu'elles changent. Mais les besoins de l'enfant, les besoins de l'enfant à tous égards, eux n'ont pas changé. Le tout petit, l'enfant, l'ado, l'adolescent, il a besoin d'un père. On ne peut pas dire qu'un père c'est secondaire. Dire non, mais un père ça n'a pas d'importance, on peut s'en passer, les enfants, non. Donc pas de deux mamans. Pas d'une seule maman qui volontairement fait un enfant sans père ou deux mamans. La question, encore une fois, c'est bien l'absence de père. Et j'ajoute aussi ce que je disais tout à l'heure, faire de la médecine une prestation de service pour réaliser ses désirs personnels, très compréhensibles ou pas. La médecine, les médecins ne sont pas là pour exécuter nos désirs individuels. Le célèbre gynécologue René Friedman rappelle que la PMA ne réussit que dans 20% des cas. Donc c'est en même temps difficile, douloureux, coûteux. Oui, mais ce qui est différent, c'est que ce sont des femmes fécondes en l'occurrence. Donc le taux de réussite serait plus important. Est-ce que vous acceptez la PMA pour les couples infertiles? Oui, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Ce qui se pose véritablement, c'est les femmes seules ou les les femmes couples. seules, faire de la médecine une prestation de service, c'est-à-dire on utilise une technique médicale pour des femmes qui sont fécondes. Et puis bien sûr aussi, c'est d'ouvrir la marchandisation. Non, ben ça, ce serait plutôt la GPA, mais on en parle Non, dans un la instant. Marchandisation, c'est dès la PMA, parce que la pénurie de sperme, et le CCNE l'a évoqué dans les états généraux de la bioéthique, la pénurie de sperme conduirait, nous ferait envisager la rémunération du sperme ou l'achat à l'étranger, comme font certains pays. L'Église catholique s'est déclarée tout récemment, on en a parlé ici sur CNews, hostile à la PMA. C'est un avis qui est assez militant, qui va être répété par différents... Un avis qui est fondé, qui est développé. Grands responsables éminents de l'Église catholique. Mais notre République, elle est laïque et elle joue sur la séparation des églises et de l'État, chacun à sa place. Mais est-ce que l'Église catholique représente tous les catholiques de France? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas pour la PMA déjà, comme une acceptation des évolutions? Alors je pense que bien sûr, chez les catholiques comme chez tout le monde, il y a une diversité des cheminements, des convictions, etc. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que 61%, d'après un sondage IFOP, 61% des Français pensent que si Emmanuel Macron fait volte-face sur ce sujet-là, 61% pensent qu'il y aura des mobilisations très importantes. D'accord. Les catholiques, eux, IFOP. un sondage IFOP. Les fait catholiques, pour vous, Manif pour tous. Absolument. Et avec des questions qui ont été élaborées aussi avec Manif pour tous. qui ont été élaborées par l'IFOP, qui, vous savez, l'IFOP, on rentre dans des questions qui doivent répondre à certains critères, etc., d'objectivité. Et en l'occurrence, 81% des catholiques, eux, estiment que si Macron ne tient pas son engagement de s'appuyer sur un consensus, 81% pensent qu'il y aurait des mobilisations très importantes. Pardon ? Pourquoi dites-vous Macron ? Oui, Emmanuel Macron. Très bien. Et d'ailleurs, quel que soit le responsable. Le chef et La République En Marche, pardon, ses adhérents, eux aussi pensent de manière très large qu'il y aura des mobilisations très importantes. Le chef de En Marche, Christophe Castaner, s'est prononcé tout récemment en faveur d'une PMA contrôlée et qui s'est même remboursée par la Sécurité sociale. Oui, alors effectivement, il y a quelques militants de la PMA sans père qui essayent de pousser absolument dans ce sens-là. Ils feraient faire une énorme erreur à Emmanuel Macron, puisque à l'évidence, le public français est opposé. Je rappelle que dans ce même sondage IFOP, 82% des Français, 82, estiment que l'État doit garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère. Donc, ça veut dire une opposition massive à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Sinon, la rue. Et on ne sera pas tout seul. Sinon, le sujet lui-même emmènera les Français dans la rue, quoi qu'il arrive. Mais le gouvernement vient dissocier PMA et GPA. C'est ce que disait ici même, pour ne pas s'emballer, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On l'écoute. Oui, on l'écoute. Il n'y a pas un seul pays, notamment tous les pays qui font déjà de la PMA pour les femmes seules. Je pense à la Belgique, mais d'autres pays du Nord, à l'Espagne. Est-ce que vous avez entendu des débats de société où tout le monde descend dans la rue dans ces pays-là? Pas du tout. C'est pas parce que ça se ressemble comme mot que ça a quelque chose à voir. La GPA, c'est le fait qu'on utilise le corps d'une femme pour lui faire porter un enfant qu'elle ne gardera pas. Ça rentre dans la marchandisation du corps humain. C'est quelque chose sur lequel les lois de bioéthique françaises sont très strictes. Et donc, ça n'est absolument pas la même problématique. Arrêtons de tout mélanger.
Vous êtes d'accord au moins sur ce plan à propos de la GPA? Non mais elle prend vraiment les Français pour des naïfs. Elle nous dit il y aura la PMA puis il n'y aura pas de GPA. Et puis en fait on commence et on sait bien qu'il y a des revendications de GPA extrêmement importantes. S'il y a pour les femmes, les couples de femmes et les femmes seules, il faut bien qu'il y ait pour les hommes en couple ou les hommes seuls. En réalité, s'il y a l'un, il y a l'autre. Et la marchandisation, je le disais tout à l'heure, commence avec la PMA. J'ajoute que si l'on est capable de nier aujourd'hui que l'enfant a besoin d'un père, demain on niera que la GPA est une exploitation de la femme. Il y a une telle évolution. Non, mais évolution. Si je prends... Aujourd'hui, dans la société, même sur les sexes, les genres qui évoluent, etc. Non, mais si je reviens, certaines de ces évolutions ne sont pas souhaitables. Et en l'occurrence, je prends les faits. On a fait le Pacs en disant le mariage, jamais. On a fait le mariage en disant la PMA, jamais. Maintenant, on dit la PMA, mais la GPA, jamais. Et puis après, on dira la GPA, mais pas la GPA commerciale. Mais quand la droite arrive au pouvoir, ça a été voté peut-être par la gauche quelquefois avec la droite, mais quand la droite au pouvoir, elle avait promis de l'abroger, elle ne l'abroge pas. Alors, l'une des difficultés, vous avez tout à fait raison, qui est très récurrente, c'est que la droite dit non, mais oui. En réalité. Non, mais oui. Absolument. Hier, vous avez écouté différents interlocuteurs. Pierre Manant, qui est un philosophe libéral, Dominique Régnier, politologue, qui s'est présenté à des élections et qui a été battu, et Patrick Buisson. Qu'est-ce qui vous a apporté, Patrick Buisson? Alors, Patrick Buisson, justement, il a fait ce constat, il a repris l'histoire des questions sociétales et de ce qui est présenté comme des avancées de manière systématique et qui, en fait, sont, dans un certain nombre de cas, des reculs. Les sujets dont nous parlons aujourd'hui, PMA, GPA, typiquement, seraient des régressions absolument stupéfiantes. Et il évoquait cette paralysie d'un certain nombre d'hommes politiques, ou d'ailleurs d'autres personnalités parfois, à aller sur le fond des sujets. On est sur des postures et les hommes politiques ont souvent un mal immense à aller sur le fond des sujets et à parler de ce qui est essentiel humainement parlant. Patrick Buisson a montré qu'il savait écouter et qu'il était écouté. Hier, qu'est-ce qui vous a apporté et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il vous a recommandé? Alors, Patrick Buisson, lui, il pense véritablement, et effectivement, que c'est la politique, ou une évolution de la politique, avec des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques courageux, qui pourraient changer les choses. En allant vers l'union des droites? En allant, en particulier, vers l'union des droites, absolument. Et vous êtes d'accord? Moi, je pense qu'il faut faire sauter les faux clivages, il faut faire sauter les barrières, il faut sortir des tabous, il faut être courageux, il faut oser, et effectivement, il faut rassembler largement. Il n'y a pas de doute. Jusqu'où? Montaignant ou Marine Le Pen, s'il le faut? Écoutez, je pense qu'il faut aller au plus large. Alors, bien sûr, j'allais dire, chaque homme politique, je ne le mettrai même plus sur une question de label et de parti. Je parle de personnalité politique. Nous avons besoin de politiques courageux, qui s'intéressent et qui écoutent véritablement ce que disent les Français. Vous ne me répondez pas, alors que vous êtes tout direct pour d'autres questions, là, sur le plan politique. Et je dois rappeler que le mouvement que vous présidez est associé ou affilié à Sens Commun, qui fait partie des Républicains. Vous êtes républicain. Sens Commun ne fait pas partie de la Manif pour tous. C'est un parti politique à l'intérieur des Républicains. Mais vous faites partie de Sens Commun? Nous ne faisons pas partie de Sens Commun. Vous. Moi, personnellement, non plus. Non plus. Donc, la Manif pour tous, vous savez, la famille, elle n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. L'enfant, les droits de l'enfant non plus. Et donc, la Manif pour tous est en dehors des partis politiques. Mais vous êtes plus près de Laurent Wauquiez ou de Bruno Retailleau que d'Olivier Faure du PS. Alors, a priori, c'est plutôt des personnalités de gauche qui ont été à l'encontre de ce que nous défendons. Mais on trouve aujourd'hui à gauche, par exemple, une Sylviane Agacinski, par exemple, un José Bové, et bien d'autres qui sont très opposés, comme nous, à la PMA sans père et à la GPA. Mais vous m'avez pas dit, vous êtes toujours LR, républicain. Nous ne sommes... vous moi, personnellement, moi, je ne me situe pas sur un plan politique. Ouais. Je ne me situe pas sur un plan politique, ce n'est pas le sujet. D'accord. Vous savez, ce que nous défendons va très au-delà de ces questions partisanes. Qu'est-ce qui manque à LR, à la droite dite républicaine? Je pense qu'il manque un travail de fond, de réflexion, de manière posée, de manière libre, avec des fondamentaux. J'allais dire, c'est un peu comme le CCNE, le comité d'éthique, qui n'a pas de charte éthique et qui est susceptible, et on le voit, de prendre des décisions qui évoluent au fil de temps. Et bien, de la même manière, il manque véritablement à droite, non pas un programme avec des éléments techniques, mais d'abord des fondamentaux de réflexion à partir desquels on peut faire des propositions. Est-ce que vous accepteriez que des membres ou des partisans de votre mouvement, la Manif pour tous, figurent dans les listes de Marine Le Pen aux élections européennes?
Alors, tous nos militants et sympathisants sont libres de ce qu'ils souhaitent faire, mais s'ils prennent des responsabilités quelconques dans un parti politique, alors ils ne peuvent plus être en responsabilité à la Manif pour tous. Ils sont exclus. Ils ne sont pas exclus, ils savent qu'ils s'excluent. Vous savez, je vais être très claire, la Manif pour tous, ça veut dire que tous les Français de toute sensibilité peuvent nous rejoindre. Et donc, nous ne rentrons pas dans le jeu politicien. Hier, Ludovine de la Rochère, Muriel Robin et 87 personnalités du spectacle ont lancé un appel au président de la République qui apparemment n'y a pas été insensible, pour des sanctions plus fortes contre les violences conjugales et familiales. Est-ce que vous signeriez cet appel? Mais oui, absolument. Il faut lutter à tout prix contre ce type de difficultés familiales qui sont absolument dramatiques. Et nous devons d'ailleurs accompagner les familles pour prévenir, pour empêcher ce type de difficultés. Ce mouvement va organiser une manifestation samedi contre les violences conjugales. Est-ce que vous y iriez, par exemple? Absolument, et tout à fait. J'ajoute qu'en France, avec Emmanuel Macron, nous n'avons pas de ministère de la Famille, alors même que En Marche, quand il a fait justement cette marche sur tout le territoire français, avait constaté, on le voit sur le compte-rendu, que le premier souci des Français, c'est la famille. Or, nous n'avons pas de ministère de la Famille, nous avons une politique familiale. Donc là, vous manifesteriez, on va voir Manif pour tous, qui s'associerait à la Manif pour tous, décidée par Muriel Robin et ses amis. Les violences conjugales sont un drame absolu, bien sûr. Sur la PMA, vous êtes dans la même ligne que l'Église catholique et vous dites l'Église fait bien, peut-être même le pape. Mais sur la position de l'Église sur les migrants, est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que vous diriez qu'il faut ouvrir aujourd'hui les ports de l'Europe et de la France aux migrants? Alors je pense que de toute façon, nous devons, chaque cas et chaque situation, on ne peut pas dire on ouvre tout grand ou on ferme complètement, chaque cas et chaque situation doit être étudiée. Il y a des migrants qui malheureusement quittent leur patrie, le pays de leur père, et c'est douloureux. On ouvre les ports de France les causes sont tout à fait différentes les unes des autres. Ce qui arrive comme l'autre jour avec le bateau Aquarius et d'autres qui pourraient se produire. Qu'est-ce que vous diriez? Alors je pense qu'il y a il y a tout le problème, si vous voulez, des passeurs et de ceux qui utilisent ce drame. Non, et mais donc, vous ne me répondez pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est en amont qu'il faut intervenir avant d'être dans une situation dramatique. Comme c'est en train de se faire avec Frontex, etc. On doit agir en amont, absolument. Ouais. Et ça, c'est la responsabilité des politiques. Il faut que les politiques arrivent à voir un peu en avance les choses, non pas en court terme quand c'est trop tard, mais moyen et long terme. Et pas quand on est confronté à une situation tragique. La Manif pour tous entre donc en bataille. On l'a entendu pendant votre université d'été hier et aujourd'hui sur CNews pour les grands enjeux politiques et de société. Merci d'être venu. Et on va vous entendre sans doute dans les débats qui viennent. Demain, pour juger le budget 2019, le budget Philippe, Darmanin et Le Maire, je recevrai Éric Woerth. Il s'y connaît aussi. Merci. Merci Jean-Pierre Elkabbach.